Bonjour à tous et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. C'est toujours l'été et on est toujours dans nos émissions spéciales vacances, des émissions qu'on a enregistrées intégralement à Japan Expo au milieu du mois de juillet. Ce sont des déambulations, on était chacun avec un micro et puis on marchait au cœur de Japan Expo en abordant différents sujets. Dans les minutes qui viennent, vous allez écouter celle que l'on a fait avec Cagnard, puis une partie de celle que l'on a fait avec Julie. Je vous souhaite donc une bonne écoute, une bonne émission et toujours de bonnes vacances. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous et bienvenue dans la 5e de couvre, une 5e de couvre qu'on fait debout, sans bouteille, sans café, parce que d'habitude on boit beaucoup de café pendant les émissions. Et donc nous sommes à Japan Expo, au milieu de Japan Expo. Salut Cagnard. Salut. On est vraiment dans l'allée centrale. Ouais, on est au début de l'allée centrale là, du village des éditeurs. Le berceau de l'humanité du manga, comme on l'appelle. C'est ça, Japan Expo, c'est quand même le 3e salon en France. En France, c'est déjà pas mal. Et je crois que c'est un des top 5 des salons pop culture au monde. Ouais, j'allais dire Europe, mais oui, sûrement monde même. Ah, alors, sur l'Europe, c'est sûr que sur la culture japonaise, c'est le premier. Après, est-ce qu'aux États-Unis il n'y aurait pas un salon? Ouais, parce que je me dis Comic-Con, ils peuvent élargir ça. Par exemple, Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, il est déjà allé à Comic-Con avant ce truc là, tu sais, où on était malade. Même le COVID, pas venu voilà. en France, quoi. Alors qu'il est même pas venu en France, parce qu'il préfère les Américains. Évidemment. En même temps, il a juste fait un truc sur les super-héros. Oui, il a pas fait un manga sur Super Dupont. Oui, voilà, c'est un peu, si j'ose dire, le berceau des super-héros, ça reste les États-Unis. Et le Comic-Con, c'est un peu the place to be quand tu fais des super-héros. Et j'ai un peu du mal à imaginer Comic-Con parce que tu vois, elle visualise très bien Japan Expo. On y est, ça fait longtemps qu'on le fait. Mais comment ça peut être encore plus gros que ça? Comment ça peut être encore plus gros que Japan Expo avec encore plus de monde? Ça, c'est un truc que j'arrive pas à visualiser. Je me dis que là, on est déjà au maximum de la capacité de l'humanité, tu vois. C'est-à-dire que là, on a même du mal. Là, on est en train de marcher au milieu du salon. En plus, on marche l'air de rien parce qu'on se balade, on marche à 2 à l'heure, on doit faire chier tout le monde. Oui, je pense. Mais en même temps, c'est déjà blindé, quoi. Mais c'est archi blindé, ça a toujours été surblindé. Bon, déjà là on circule, hein. Moi je me souviens de certaines années où littéralement tu ne circulais pas, tu étais bloqué dans les bouchons, dans les bouchons des allées. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de Japan Expo, si vous êtes jamais venu, il peut y avoir des bouchons, vraiment. Comme dans la circulation, comme en heure de pointe, quoi. Ouais, et des fois, comme on l'a fait tout à l'heure, je sais pas si tu l'as remarqué, des fois tu attends parce que tu crois que t'es dans un bouchon. Et en fait non, c'est juste des gens qui sont posés. Et tu peux rester comme ça 5-10 minutes derrière des gens en disant putain ça avance pas. Bah ouais c'est normal, eux ils voulaient pas avancer, ils s'étaient posés tout simplement, tu vois. Parce que les gens sont très très chill à Japan Expo. Ouais. Là si tu cherches un endroit où t'as pas de stress, là on y est. Je sais pas. Si t'es déjà ça stressé... dépend. Ça dépend. C'est-à-dire que si tu veux acheter des trucs, ça va. Oui, là ça va carrément. C'est si tu veux des dédicaces, rencontrer des auteurs, là ça commence à être un peu le stress parce que par jour, dans l'émission avec Tony Valente, il en parlait, il y a que 300 personnes qui peuvent rencontrer Tony Valente, quoi. Il y a quand même beaucoup de monde, pas beaucoup d'auteurs, et là en fait faut courir, faut vraiment se faire un planning si tu veux aller voir telle activité, voir tel auteur, participer à telle conférence. Là il te faut un planning, si t'as pas de planning, si tu veux juste chiller, t'y arriveras jamais. Mais c'est ça qui est bien aussi après, parce que des conventions, là on a Japan Expo parce que c'est la plus grande, donc troisième salon de France, ce qui est énorme, donc c'est après le salon de l'agriculture. Oui, on est dans le même esprit. Et le salon de l'automobile qui n'existe plus. Donc il n'existe plus. Tiens. Ouais, mais je crois qu'ils font pas tous les ans où il y a une connerie comme ça. D'accord. Je suis pas très calé en automobile, mais je crois qu'il y a une idée comme ça un peu étrange. Où c'est pas régulier. Et donc il y a d'autres salons sur le manga avec des conférences, avec des dédicaces, avec des stands, avec des ventes de bouquins, avec des goodies. Et ça reste chill quand même. Oui, parce que vraiment, si tu veux juste traîner, retrouver des potes et tout, l'ambiance est cool. Justement, en fait,
C'est assez bizarre parce que c'est un peu au ralenti. Mine de rien, tout le monde marche parce que tout le monde est en train de regarder à droite, à gauche, que ça soit les décors, que ça soit les goodies. Donc en fait, il y a un rythme vraiment assez chill. Après, il y a des mecs qui n'ont pas le temps. Ça, comme on dit, c'est ceux qui ont un programme et qui ont des trucs vachement importants à faire, des dédicaces ou autres. Mais sinon, là, on marche typiquement dans une allée archi blindée et ça bouscule pas. Ou même si ça bouscule, ça s'excuse tout de suite. C'est vraiment très tranquille comme. Donc ça, c'est parce qu'on est un peu balèze. Après, on est balèze. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que les gens s'excusent. En vrai, là, on est en train de marcher au beau milieu du truc. Tout le monde nous laisse passer. Je crois que l'autorité du micro, c'est vraiment pas mal. Les gens voient qu'on a des micros, du coup, ils nous font de la place. C'est vraiment sympa. Bah, c'est-à-dire que les gens connaissent maintenant la 5e de couvre. Bien sûr. Et puis, il y a la PLV que t'as dans ton dos là. C'est ça, qui est énorme. Et puis, on a tout le service de sécurité autour de nous. Voilà, c'est ça. Il y a quand même 15 personnes. Alors, si vous avez pris au sérieux et au premier degré ce qu'on vient de dire, sachez qu'on est juste 2 mecs, mais qu'on a effectivement un micro. Alors, toi, t'es micro rouge. Ouais. Moi, je suis micro jaune, je crois. Et on a des casques. Et on a, du coup, c'est l'autorité du micro, je pense. Et un gros sac avec le matériel d'enregistrement en même temps. Mais c'est vrai qu'en soi, si tu vois quelqu'un débarquer avec une caméra, bon, bah, tu vas essayer de t'arranger pour lui laisser un petit peu de place. Tu vas le laisser passer. Bah, là, j'ai l'impression que juste avec des micros, il pourrait ne pas être branché. Il pourrait parfaitement ne pas être branché, ces micros, tu vois. Les gens nous laisseraient passer quand même. Là, tu vois plein de gens cosplayer un peu de différentes façons. Non, t'as vu quoi tout à l'heure? T'as vu Jetman? J'ai vu Jetman. Alors, ça m'a fait très plaisir parce que Jetman, c'est un Super Sentai, mais qui date de vraiment quand j'étais petit. C'était un dérivé de Bioman en soi. Et moi, je sais pas pourquoi à l'époque j'étais fasciné par Jetman. Eux, leur thématique, c'était les animaux, voire peut-être même les oiseaux. Le Jetman rouge, c'était un aigle. Et là, j'ai dit, beau gosse quand même. Franchement, déjà, avoir la référence, c'est bien, mais en plus, trouver un bon cosplay de Jetman, là, j'avoue que j'ai été assez étonné. En parlant de Sentai, est-ce que t'as lu Reaper? Oui, j'ai commencé à lire Reaper, je l'ai pas terminé, j'en suis à un peu plus de la moitié. Eh ben, c'est très bien dessiné quand même, ma foi, tout ça. Grave, mais à chaque fois que je vois un auteur français qui se lance, alors, tu vois, on a reçu Renaud, on a reçu Tony, on a reçu Yamishin il y a quelques années. Et ce sont que tous des gens talentueux. Oui, évidemment. Mais c'est juste que le marché est ce qu'il est et que est-ce qu'il y a autant de place pour autant de dessinateurs français? Bah, c'est un peu compliqué. Moi, c'est toujours ce que je me suis dit. J'ai l'impression que c'est un battle royale, quoi. C'est ça. Moi, je me suis toujours dit que si tu es français et que tu veux être mangaka, en fait, tu dois pas être bon dessinateur, tu dois être meilleur que les Japonais. Et j'ai l'impression que être meilleur que les Japonais, d'une, c'est très compliqué. Et là, moi, je vois plein de mangas français que je trouve plutôt bien dessinés et tout. Et je sais pas si foncièrement ils peuvent vraiment fonctionner, tu vois, ça je ne sais pas. Là, Reaper, moi je lui souhaite vraiment, je pense qu'il a un chouette avenir, parce qu'il a vraiment un coup de crayon qui est vraiment assez phénoménal. Du coup, j'ai vraiment envie que ça fonctionne. J'ai envie que ça marche. En soi, c'est pas, je reprocherai jamais la qualité des mangas français, parce qu'ils sont tous de plutôt très bonne qualité. Et la qualité augmente de plus en plus. Et la qualité augmente. C'est juste, est-ce que ils peuvent en vivre? C'est juste moi la question que je me pose à chaque fois. C'est est-ce qu'il y a suffisamment de gens pour qui... Alors attends, on va devoir dériver parce qu'il y a un lapin crétin devant nous. Oui. Et on va essayer d'éviter le lapin crétin. Il est plus connu que nos micros. Et il est beaucoup plus gros que nous aussi, le lapin crétin. Tu penses? Ah oui. Ouais, on dirait. Oui. Et donc je disais quoi est-ce qu'ils vont réussir à pouvoir en vivre? Parce que pour que ça soit bon, pour que les bouquins soient bons, faut qu'ils y passent du temps. Ouais. Faut qu'ils y réfléchissent, il faut pouvoir en vivre, et pour en vivre, il faut que ça se vende. Et même sur le modèle économique, tu vois, d'auteur de bande dessinée, il y a un truc qui est vraiment compliqué, c'est-à-dire que si tu veux faire un manga, tu dois quand même fournir un nombre de planches beaucoup plus conséquent qu'une bande dessinée, et pourtant tu seras sûrement payé la même chose, voire peut-être même un peu moins, parce qu'on va moins miser sur toi si tu es un auteur français. Et là, effectivement, sur le modèle économique, il faut être vraiment très très bon et très très vite si tu veux espérer vendre et en vivre. C'est ça la difficulté. Et en plus, alors attention, il y a une poussette. Ouais, priorité poussette. C'est ça, nos discussions sont hachées, mais on essaie de survivre en même temps. Et non, mais c'est super difficile. C'est super difficile pour un auteur de pouvoir assumer aussi et se montrer. Ouais, mais après le marché augmente. Enfin là, tu vois, je vois les line-up des éditeurs. C'est quand même cool. T'as certains éditeurs, leur line-up est entièrement français et il y a que du manga. Donc ça prouve bien que quelque part le marché il s'améliore. Il y a de plus en plus de lecteurs qui n'auront peut-être pas le même réflexe que nous on pouvait avoir avant, de se dire si c'est pas japonais, c'est pas du bon manga. Maintenant je pense que ce truc il est un peu passé.
Et avec l'arrivée des animés comme l'animé de Dreamland aussi. Ouais, puis il y a un truc qui a un peu changé le game aussi, c'est le revival de licences par des auteurs français. Oui. C'est ce qu'a fait Kana avec Albator, avec Goldorak, avec les Chevaliers du Zodiaque à la rentrée. Bah, j'ai l'impression que ça ouvre un nouveau public à de la BD et à du manga, que ça attire des nouvelles personnes en tout cas. C'est ça. Je pense des gens qui ont un petit peu laissé, enfin, qui n'ont pas été forcément lecteurs de franco-belge ou autres, mais qui ont pu regarder Albator à un moment, bah, ils vont s'y diriger. C'est vrai que c'est plein de petites niches. Mais au final, est-ce que c'est pas une niche un peu comme notre podcast? Parce que moi, de ce que je vois dans les retours, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Je ne lisais plus du tout de manga ». Et en vous écoutant, je m'y suis remis. Et c'est des micro-niches, hein. Mais c'est des micro-niches qu'on est hyper content de retrouver. Et après, on parle de micro-niches. Là, on est en train de passer devant un stand Celio à Japan Expo. Ouais. Qu'est-ce que vient foutre Celio à Japan Expo? Là, je regarde autour. Je vois une collection Attaque des Titans, Astro Boy, Yu-Gi-Oh! Attends, ils ont des vêtements, ils sont moches. Ils ont... Ouais, j'avoue, Yu-Gi-Oh! Ils les ont pas gâtés là. Ils ont des t-shirts Yu-Gi-Oh! Ils ont des t-shirts My Hero Academia. Ils ont des t-shirts Dragon Ball Super. Ah non, mais ils ont un stand déjà, Celio, un stand sur Japan Expo. Je trouve ça déjà assez fou. Celio vient à Japan Expo avec un stand. Ça, on t'aurait dit ça il y a 5 ans, t'aurais fait, mais bah, non, pourquoi faire? Je pense que Celio ne connaît pas notre existence. Alors j'ai hâte qu'il fasse le t-shirt 5DC, hein, bien sûr. On va aller en discuter avec le créateur là. Oh, regarde une chemise Pikachu. Oh là là. Alors, tout n'est pas réussi, évidemment. Non. Et puis moi j'avoue que je suis un petit peu difficile sur les vêtements tirés de manga. Je trouve qu'il y a vraiment un peu de tout et n'importe quoi. Et tant que t'as la licence dessus, tu sais que ça se vendra. Bah moi je suis assez team Uniqlo. Bizarrement parce que alors oui, c'est fait au Japon, donc effectivement il y a un côté on est aussi bien servi que par soi-même, mais après la qualité du vêtement, il y a 2-3 trucs. Oui, je suis d'accord que sur les gammes, moi aussi j'ai une tendance à plutôt préférer Uniqlo plutôt que Celio si on doit faire un gros battle de créateurs de t-shirts. Mais c'est quand même magique qu'il y ait un stand Celio. C'est tellement bizarre de dire ouais, on n'est pas dans un centre commercial là. Enfin si, quelque part. Mais... Ah bah en fait, tu sais, les salons comme ça, même des plus petits, ça reste des espèces de marchés de Noël géants. Bien sûr, c'est des marchés géants avec... alors il y a une partie évidemment où les éditeurs viennent et vendent leurs bouquins et ils essayent d'en vendre le plus possible évidemment. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi plein de stands, par exemple du côté des stands des jeux vidéo, où ils ne vendent rien, où ils font juste tester des trucs, tu vois. J'ai toujours trouvé ça génial de dire on dépense des thunes parce qu'il faut louer c'est du marketing en fait. C'est du pur marketing. Et en fait t'es vraiment là pour les gamers quoi, et juste venez, kiffez. Attends, là il y a un énorme stand Donjons et Dragons. Qu'est-ce que Donjons et Dragons fout à de Japan Expo? C'est un stand Micromania. Ah ok. Bah là ils font des parties de Donjons et Dragons, j'ai l'impression. Oui, mais pour vendre du Donjons et Dragons. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, ils vendent quand même des trucs. On va vendre un peu quand même. T'inquiète pas. Il y en a qui viennent aussi pour gagner un peu d'argent. Bah j'espère. Tout le monde ne vient pas pour dépenser de l'argent à fond perdu. Bah ça fait quoi, 2-3 ans qu'il n'y a pas eu de Japan Expo? Bah ouais, 2 années. 2 années, c'est tout? Ah, putain, je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps. Parce que toi t'es un vieux de la vieille en plus. Bah j'en ai fait plus que 10, c'est sûr. Et en tout cas je les ai toutes faites depuis que j'ai commencé. Voilà, c'est une phrase qui a pas trop de sens temporel, tu vois. Je les ai toutes faites depuis que j'ai commencé. Mais ouais, ça fait beaucoup de Japan que je fais. Et bizarrement j'ai pas vu le salon évoluer tant que ça au fur et à mesure des années. Bah là tu vois par exemple il y a un truc qui est assez symbolique de ce qui se passe sur le marché en ce moment. C'est que t'as un stand Webtoon, t'as un stand K-Books, t'as un stand Picoma. Picoma est le partenaire officiel du festival. D'accord. Ah oui, donc ils l'ont monté en gamme. Oui, maintenant c'est le festival, c'est Japan Expo. Je sais pas si t'as des... c'est écrit sur nos accréditations, mais c'est Japan Expo by Picoma. Oh là, by Picoma. Ouais, ça sent pas très bon, ou avec Picoma quoi. Donc forcément Picoma essaye de s'imposer tranquillement dans le paysage quoi. Ils essayent d'arriver une bonne fois pour toutes et... Là on est du côté de stand, je sais pas, c'est un peu diversifié. Il y a du t-shirt, il y a du magazine, il y a de la figurine, il y a un petit peu de tout. Oui, non mais là c'est très complexe. Alors je sais, j'ai absolument rien envie d'acheter là pour le moment. Mais, comment tu juges du coup ces arrivées toi de ces plateformes? Parce que toi t'es déjà un lecteur numérique parce que tu es un gros consommateur Disneyo. Oui, Disneyo pour le coup. À mort, mais c'est vrai que le truc Webtoon je l'ai pas encore pris, donc j'ai beaucoup de mal à en lire. J'essaye vraiment, on me conseille des titres et tout, je tente. Je vois cette arrivée plutôt je sais pas, en fait je sais pas du tout parce que j'ai l'impression d'être déjà un vieux con
en me disant ouais le webtoon j'arrive pas à lire, j'arrive pas à en trouver de. Ouais, mais même du manga numérique, tu vois, tu peux aussi lire du manga. Regarde Boichi. Oui, c'est vrai. Boichi se lance dans un web manga. Ouais, c'est vrai. Et là, en plus, quand c'est un auteur que j'aime bien, qui va tenter ça, bon, bah, ça m'interroge, ça me questionne. Après, la lecture en numérique, moi, je t'avoue que ça m'a sauvé la vie. Dans le sens où avant, je partais en vacances avec une trentaine de mangas dans mon sac à dos que je défonçais évidemment pendant le voyage. Là, t'as juste ta tablette, tu peux lire tout ce que tu veux. J'avoue qu'en confort de lecture, ça a vraiment tout changé. Mais par contre, effectivement, il y a des trucs qui changent. Là, tu vois, on passe devant l'énorme stand Crunchyroll. C'est bizarre pour moi. Tu vois, il n'y a pas de stand Kazé cette année. Bah, parce que Kazé n'existe plus. C'est ça. Mais ça, pour le coup, c'est un truc très bizarre pour moi. Kazé n'existe plus, a été racheté par Crunchyroll. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils vont a priori respecter les dos des bouquins. Ouais, oui, continue à mettre le logo. Voilà, le logo Kazé va rester le logo Kazé, mais ça s'appelle Crunchyroll. Et je serais pas étonné parce que je sais plus si aujourd'hui sur la plateforme web c'est encore possible, mais au début de Crunchyroll aux États-Unis, tu avais de la lecture en ligne aussi. Ah, d'accord. Tu avais des mangas qui étaient disponibles. Donc, je suis désolé, je suis fasciné par le stand Crunchyroll parce que je ne suis pas habitué. Je ne sais pas, c'est bizarre. Crunchyroll pour moi c'est uniquement de l'anime, tu vois, donc il a l'air très bien, mais il est énorme. Il est énorme en fait. Il est vraiment énorme. T'as pas vu, mais alors à l'intérieur ils ont reproduit un village japonais. Ah bah voilà, parfait. c'est ce qu'on demande. Ils ont reproduit un village japonais avec des activités. On en reparle avec Clémence et avec Johnny, je crois aussi. Tiens, ça c'est un truc qui a énormément évolué avec les années. Sur les stands d'éditeurs, l'arrivée des animations. Avant, il y en avait toujours une ou deux, tu vois, mais c'était vraiment un peu. Là maintenant, j'ai l'impression que tu peux plus avoir un stand d'éditeur si tu n'as pas au moins une animation. Même le petit éditeur va avoir son animation et on parle même pas de Kiun qui a littéralement amené une fête foraine dans le festival avec le Kiun World. Oui, et Crunchyroll donc qui a amené un village. Un village japonais, voilà, toujours plus grand, toujours plus gros. Alors Kana, c'est pas encore un village, c'est pas encore un parc d'attractions, mais ils ont mis des attractions partout. Ils ont même fait une caravane. Un camping. Il y a du tir à l'arc quand même, c'est pas mal. Hein. Un truck Naruto, voilà, un camion Naruto. Pika qui a fait son petit terrain de foot avec Blue Lock. Enfin, tu vois, la taille des animations, ça, typiquement, c'est un truc que je trouve qui a énormément changé. Il y a beaucoup de trucs qui, encore une fois, ne nécessitent pas que tu achètes quelque chose, mais juste que tu viennes passer du bon temps sur le stand. Que tu viennes faire une animation avec tes potes, tu vas rigoler, tu vas prendre des photos. Et je trouve ça vachement cool. C'est très tourné vers le public. Et malgré tout, ça n'empêche pas que le panier moyen est assez gigantesque. Ah ouais, ça fait mal, hein. Le panier moyen sur place, alors on va voir cette année de combien il sera là. On n'a pas encore l'info, mais on dépassait les 100 € sur certaines années, quoi. Oui, déjà avant on dépassait les 100 €. Là on papotait ce matin avec quelqu'un d'un stand qui nous disait qu'il avait déjà fait quasi la moitié de son chiffre d'affaires de la précédente édition, alors qu'on est le vendredi. Donc je pense que ça va beaucoup vendre cette année là. Et alors moi il y a un truc que j'adore sur Japan, et c'est pour ça que c'est mon salon préféré, c'est que ce n'est pas un salon uniquement blanc. Alors je sais, c'est très bête à dire comme ça, mais j'adore ce salon parce que quand on se balade, tu vois des Renois, tu vois des Rebeux, tu vois des Asiates, et ça me fait tellement plaisir, parce que quand tu vas dans les autres salons, c'est pas du tout pour les accuser ou quoi que ce soit, hein, mais à Angoulême par exemple. À Angoulême, c'est quand même très blanc. Et en soi, c'est pas un problème, mais ça me fait plus plaisir qu'à de la Pan Expo il y ait autant de mixité, parce que ça me rappelle aussi pourquoi nous on est là et comment on est arrivé là aussi. C'est qu'en fait, à de la Pan, tout le monde est accepté, et c'est encore une fois pas que sur les autres salons les gens sont interdits, genre il y a pas de, tu ne peux pas rentrer en Angoulême si t'es noir ou un truc comme ça, mais en tout cas ici la mixité est naturelle et c'est vraiment quelque chose dont je suis très content. Chaque année quand je suis à de la Pan Expo, je me dis ah c'est cool quand même. Là il y a des mecs qui me ressemblent là, tu vois. Là je me sens à ma place, quoi. Mais tu sais, c'est aussi un reflet du milieu professionnel, parce que si on se rapporte à notre équipe, j'ai l'impression qu'on a une mixité assez présente naturellement, parce qu'en plus on l'a pas cherché puisqu'on est juste amis. Si je regarde chez les différents éditeurs, je crois que t'as la moitié, même un peu plus des principales du top 10 des maisons d'édition qui sont dirigées par des femmes. Ouais. Tu as des gens qui viennent de tout horizon. C'est ça, il y a de la mixité, il y a de la couleur. Socialement parlant, il y a un vrai ascenseur dans l'édition. Alors après, c'est sûr que
peu nombreux sont ceux qui arrivent à devenir extrêmement riches. Bien sûr, avec l'édition. C'est évident. Mais tu vois, c'est quand même un truc qui est vraiment cool et qui pour moi a un côté un peu rassurant, tu vois, de me dire ok, de l'exclusion sociale, il y en a peut-être pas partout non plus, tu vois. Et le manga, je pense que c'est vraiment un vecteur pour rassembler tous les gens, parce que tu viennes de banlieue ou que tu viennes du 16e, l'histoire de Naruto, il y a des chances qu'elle te touche de la même manière. Et moi c'est ce que j'ai vu la plupart du temps, quand t'as vraiment un grand cadre qui vient t'acheter un nouveau tome de Naruto ou un petit banlieusard qui vient te demander exactement la même chose, bah voilà, c'est ça en fait, l'histoire prévaut et va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en termes de différences sociales, quoi. Et puis il y a des choses très différentes en termes de bouquins aussi dans l'offre manga. Ça, on en parle dans toutes les émissions. Là par exemple, on est en train de passer devant Koteri. Koteri, c'est une autrice japonaise qui a fait Veil. On en avait déjà parlé avec Julie dans l'émission. Manga magnifique, alors avec une narration très épurée, très différente. Très arty. Mais voilà, le fait aussi que des gens comme ça viennent et se sentent importantes à Japan Expo, c'est aussi un truc assez surprenant. Tu me dis ça juste quand on passe à côté de arrête de me chauffer Nagatoro. Parce que c'est le même éditeur. Donc, très arty, comme on disait. Parce que c'est le même éditeur. C'est le même éditeur, effectivement. Et d'ailleurs chez Noévé Graphics, puisqu'on parle de Noévé Graphics, ils sortent là pendant Japan Expo The 5 Star Stories, qui est un des mangas fondateurs du mecha. Que tu vois là à droite. Ok, d'accord, c'est mon goal. J'ai jamais vu. Je connais la première fois que j'en entends parler. Et alors c'est un des mangas fondateurs du mecha, et on sait qu'en France le mecha est un genre, un sous-genre qui est totalement ignoré, qui commercialement parlant ne fonctionne presque pas. Ouais, pour le moment c'est un four. Gundam en premier, parce que Evangelion a toujours fonctionné, mais Evangelion pour moi c'est un peu plus que la culture uniquement Gundam, c'est une œuvre un peu plus universelle. Après, vu que j'ai l'impression que Gundam retente sa chance tous les 2-3 ans, je suis assez sûr que ça va finir par marcher en fait, qu'au bout d'un moment cette licence va prendre. Moi je la connais pas très bien. Les fans de Gundam prédisent ça chaque année depuis, oui, c'est ça. depuis 20 ans. Effectivement, si chaque année tu dis que ça va arriver l'année prochaine, mais ça finira par arriver, c'est sûr. Je sais pas, tu vois, pour moi c'est un peu comme Rakai Blues, tu vois. Il y a un moment, c'est une arlésienne, une longue arlésienne, mais il y a un moment où techniquement ça peut revenir, l'espace-temps sera bon et ça va le faire. Là on passe devant un stand gigantesque avec écrit en rouge One Piece Red. One Piece Red, t'as vu la taille du stand, t'as vu la taille de la scène à côté, ouais, qui est juste là. One Piece Red, c'est le nouveau long métrage de One Piece qui sort au mois d'août en France, enfin au Japon et en France 4 jours après, ce qui est plutôt rare que les que les longs métrages de One Piece sortent en même temps au Japon et en France, et ils ne sortent pas tous au cinéma. Oui, pardon, désolé, je regardais du coup ce qu'il montrait sur le stand One Piece. Ok, bah là c'est un jeu vidéo, je crois. Oui, c'est un extrait de jeu vidéo. Mais très grand comme stand pour juste une télé. Il y a d'autres activités à l'intérieur. Faut vous imaginer que la télé fait 16 cm, quoi. Du coup, on comprend pas trop l'idée. 16 mètres. 16 mètres, ouais. 16 mètres sur 16 mètres, je crois, cette télé. Est-ce que tu vas te faire avoir, toi? Est-ce que tu vas y aller? Je vais totalement y aller. Je vais totalement pas y aller. Et je vais même te retenir. Je vais me mettre devant le cinéma. Si, je pense, et je suis assez attentif au succès de ce film en France. Pourquoi? Parce que les longs métrages d'animation japonais en France n'ont jamais bien fonctionné. Ouais, même dernièrement là. Dernièrement. Le meilleur qu'on ait eu, c'était un Pokémon, je crois. Ok. C'était un film Pokémon, donc c'est pour te dire que c'est pas fou. Derrière, il y a eu un peu de Ghibli, mais même Ghibli, c'est pas la folie. Ouais. Non, mais j'avais l'impression que le Demon Slayer, là, le film, ça commence un tout petit peu à remonter, ouais. mais on est loin de ce que fait un film français habituel. Évidemment. Bah, ça m'inquiète. Les Dragon Ball ont eu un peu de succès aussi à une époque. Le Broly, alors le Broly en plus ça a été ultra rentable. Ouais. Il y a un taux de rentabilité qui est énorme. Pas sorti dans 15 000 salles non plus. Ouais. Et puis c'est surtout qu'il a coûté, il a pas coûté très cher à faire, ouais. le Broly. Donc avec le succès mondial, ça a été un film extrêmement rentable. Et là, je suis quand même assez curieux de voir ce que ce One Piece va donner, parce que ça y est, on a habitué là depuis un an, on a réhabitué
les fans d'animé à retourner au cinéma. Ah oui, et à avoir l'événement. Et à avoir l'événement en même temps qu'en France, etc. Donc je me dis que il peut se passer un truc. Tu penses que ça peut être un peu un tournant, pas un tournant, mais une date un peu référence pour les prochaines sorties. Ouais. Te dire, regardez ce film. Moi, en fait, je veux absolument que ça fonctionne, tout simplement parce que j'ai le film Slam Dunk en ligne de mire. En mois de décembre. Mais le film Slam Dunk, il marchera obligatoirement moins bien que le film One Piece. Non, mais moi, je veux au moins qu'il soit au cinéma en France. C'est ça. Qu'il y a un distributeur qui se dise, ok, j'y vais, quoi. Ouais, parce que là, en plus, on parle de Slam Dunk, licence qui, tu vois, ne passe pas à la télé, n'a pas de jeux vidéo. Donc moi, en fait, j'ai plus un doute que le film ne sorte jamais en France. Ou aussi directement en DVD, quoi. Ou en DVD, voilà. Ou en VOD. J'aimerais vraiment bien voir ça au cinéma quand même. Après, moi j'attends de voir un peu plus d'images parce que c'est vrai que les quelques extraits qu'on a vus pour l'instant, c'est un peu. C'était suffisant. C'était largement suffisant. Ils prennent mes 12 € de place. Ils prennent tes 12 € de place. Tu sais que Johnny nous revend des places. Hein. Oui, enfin ça c'est son business. Hein. En loose day, que ça, les auditeurs ne le savent pas, mais Johnny essaie toujours de nous revendre, de nous refourguer des places de cinéma. J'avais prévenu des auditeurs sur le Discord, je leur ai dit que s'ils croisaient Johnny, il fallait qu'ils l'attrapent parce qu'il me devait des thunes. Il m'en doit encore et je l'ai toujours pas croisé donc. Et c'est pour ces places de cinéma là. Ouais, c'est toujours pour ces places de cinéma. Parce qu'il faut savoir que Johnny m'a vendu des places de cinéma périmées. Alors que c'était mon premier film post-confinement, c'était pour aller voir Tenet et voilà, il m'a vendu des places, il m'a forcé, c'était quasiment de la vente forcée, il m'a forcé à acheter ces places de cinéma moins chères alors qu'elles étaient périmées. Mais elles ont fonctionné. Oui mais ça, c'est pas le problème Maxime. Il m'a vendu des places périmées de toute façon, donc il me doit de l'argent. T'as vu la nouvelle édition de Karakuri Circus qui sort chez Meian? Parce que là on est devant le stand de Meian et il y a la nouvelle édition de Karakuri Circus. Parce que toi t'étais assez fan de l'auteur de Moonlight Act. Ouais, j'aimais bien, j'avoue que ça me questionne parce que je l'ai vraiment jamais lu cette série. Ni vu l'animé, ni rien? Non, rien du tout. Et c'est pour ça, moi, tu sais, quand je vois un truc où il y a écrit la série culte, tu sais, je me sens tout de suite un peu vexé, genre la série culte que je connais pas, tu veux dire? Ça m'étonnerait, ça. Et donc, non, je connais pas du tout, je suis très intrigué. Mais Meian, je commence à être de plus en plus intrigué par ce qu'ils font. C'est quand même bien bourrin, mais bien sympa. Et puis il y a surtout beaucoup de choses. Ouais. Ouh là là, on approche le DVD là. Oui, là, c'est la partie DVD là, avec compliqué. Des coffrets. Ah, tiens, d'ailleurs, ce coffret Demon Slayer, je crois que je l'ai précommandé. Oui, parce que moi aussi je dépense mon argent n'importe comment. Tu dépenses combien en moyenne sur Japan, toi? Sur Japan, ça dépend en fait. S'il y a des exclusivités, je vais aller claquer. Ouais. Mais j'ai pas de limite. No limits. No limits. Non, ça me. En fait, comme j'ai un budget assez important par mois, tout en conneries, en livres et autres bêtises, Japan Expo, pas Japan Expo, c'est pareil. Ce que tu veux dire, c'est que t'as déjà tout. Est-ce que t'es le sale gosse qui a... j'ai déjà tout, moi. J'ai pas besoin d'acheter plus. J'ai déjà tout. Effectivement, sur Japan Expo, je pense que tout ce qui m'intéresse, je l'ai déjà. Voilà, tu vois, le coffret, là, par exemple, Demon Slayer, passé à côté, c'était ça, je l'ai, ça, je l'ai, ça, je l'ai. Bon, t'as tout, quoi. Oui, je précommande les choses. Bien sûr, t'as raison. Du coup, comme je précommande, en fait, je l'ai pas encore, techniquement. Je l'ai déjà payé, mais je l'ai pas. Mais c'est pour ça que je t'ai même pas fait la remarque, genre, t'aurais pu l'avoir ici directement. Non, ça m'a fait la même chose qu'il y a une vente de saké un peu plus loin, du saké français. J'aime l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais le saké reste un très bon alcool. Et là, ils ont lancé cette année de l'umeshu. Ah, liqueur l'umeshu. Non, japonais. Liqueur de prune japonaise. Ok, c'est japonais aussi. Liqueur de prune japonaise qui se fait notamment à base de prunes salées. Non, de prunes normales. C'est des prunes japonaises qui poussent dans le sud de la France, là, c'est ce qu'ils ont. Et c'est des prunes pas mûres. Non, mais faut être honnête, j'ai aucune connaissance en umeshu. Hein. C'est des prunes pas mûres et c'est une super liqueur pour l'apéro ou le digestif. Ou le petit-déj. Ça dépend. Et donc bref, ils sont là et moi j'ai mes bouteilles qui sont arrivées, qui ont été livrées pendant le Japan Expo. Mais tu vois, c'est elle la fille de Shanks. Regarde, voilà. Là on repasse devant le stand et donc Cagnard va découvrir en même temps le trailer de One Piece. Ok. Red. Oula, ça y est, ça m'énerve déjà. Ça y est, c'est bon, ça m'énerve. Parce que c'est Oshi qui fait les... Ah oui, c'est vrai que j'avais vu que c'était Oshi qui faisait la voix. Ouais, c'est elle la fille de Shanks. Sérieux? Ouais. Mais elle ressemble pas du tout. Ok. Regarde, tu vois, là il y avait petit Luffy et petit fille de Shanks. Non, mais en vrai, ça a l'air de déboîter. Hein. C'est juste que ça m'intéresse pas trop. Mais ça a l'air très bien.
Encore une fois, prendre un stand de cette taille pour une télé, je ne comprends pas. Oui, mais grâce à ça, tu peux le voir. Tiens, mais on va faire le tour par l'autre côté. Et donc, j'étais en train de finir mon histoire de saké et d'umeshu. Et donc, il a été livré, mais dans un magasin qui fait le pont. Et donc, je l'aurai pas avant la semaine prochaine, alors que là, ils en vendent. Ouais, mais tu vas pas acheter une bouteille quand même. Non, bah non. tu vas attendre. On sait que t'adores l'alcool, hein. J'ai suffisamment de quoi prendre l'apéro si j'ai envie de prendre l'apéro en revenant de Japan Expo, t'inquiète pas. Bah d'ailleurs, ça c'est un truc qui manque. Où est-ce qu'on peut boire des bières ici? Alors tu sais qu'à une époque, il y avait un bar qui s'appelle le Dernier Bar avant la fin du monde, qui existe à Paris et à Lille. Et ils avaient pris un stand et on pouvait prendre des bières sur Japan Expo. Bah là ça me manque, moi je me serais... Tu vois, pour faire en plus couleur locale du podcast, ouais, j'aurais bien pris une petite goudale tempérée quoi. Là en plus, la température ambiante est tempérée, donc c'est les conditions parfaites pour une goudale tiède. Mais je pense qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir des gens sous à gérer. Oui, je pense. Enfin, même si toi tu peux te gérer tout seul. Je suis pas sûr que sur ce genre de salon. J'en parlais tout à l'heure avec Julie, je lui disais, un de ces quatre, faudrait vraiment que je me fasse de la Japan Expo complètement bourré et voir au bout de combien de temps on me sortirait. Tu vois, on m'évacuerait, alors monsieur là c'est bon, ça va. Je pense que certains ont essayé. Oui, c'est sûr. Et je pense qu'ils ont eu des problèmes. Bah t'as quand même beaucoup d'excitation ici, même sans alcool. Enfin, tu vois que les gens ils sont en feu, tu vois, ils sont neketsu. En fait, c'est le salon où vraiment le public est le plus neketsu. Ouais, et on voit ce que ça donne avec Rock Lee. Exactement. Du coup, rajoute de l'alcool à ça. Ouais, bah oui, bon, souviens-toi, Rock Lee. La boxe. La boxe, mais avant, la toute première fois où Guy a découvert que Rock Lee gérait moins bien l'alcool et il avait ravagé un restaurant. Putain, mais c'est génial en fait ce truc. Je viens d'y repenser en leur disant Rock Lee il se bat mieux quand il est bourré. Tu sais, ça c'est un vrai statement de mec bourré le vendredi soir à Bastille, tu vois. Et moi je me bats mieux quand je suis bourré. Et je suis expert en beatbox dès que je bois. C'est ça. Mec qui va se faire étaler en un coup de poing évidemment. Vous avez jamais remarqué qu'on parle mieux une langue étrangère quand on est sous? Ah ça. Moi je crois que je peux même parler japonais quand je suis bourré. Sache que c'est faux, on a juste l'impression. C'est pour ça que je l'ai toujours pas mis sur mon CV, hein. J'hésite à chaque fois mais je le mets pas. Bon bah merci Cagnard en tout cas d'avoir fait cette petite balade dans le Japan Expo avec nous. Bon, c'était plutôt agréable. Non, pas du tout, il fait chaud sa mère, c'est pas agréable. Mais en tout cas c'était plaisant. On est en pleine période de canicule, ça c'est vrai. Et puis on va retrouver un autre membre de l'équipe. Allez, maintenant. Si c'est Johnny, tu lui parles de cette une là? Je lui parlerai de cette une. Ça va, merci. Salut Cagnard. Salut à tous. Salut Julie, c'est toi qui es avec moi maintenant. Oui, salut. On est vendredi après-midi. Yes. Toi, t'es arrivé à Japan Expo ce matin. Ouais, ce matin, et encore pas si tôt que ça, 10h. Et je trouve que, écoute... les gens avaient beaucoup d'appréhension sur la chaleur, sur le monde. Je peux te dire que j'en ai connu des plus chaudes que ça. Ça a l'air limite climatisé, on dirait qu'il y a de l'air. Moi je pense que c'est climatisé ou qu'il y a quelque chose qui fait que c'est pas étouffant comme ça. Ou alors c'est peut-être qu'on a tous chopé le Covid et donc du coup on se sent différent. Et on a tous la fièvre et on est tous dans une réalité différente. Et parallèle. On se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. On est devenu insensible à certaines choses. On est donc là à Japan Expo pour faire ces petites émissions de déambulation au milieu des allées. Et hier, premier jour de Japan Expo, il y a eu une annonce assez importante. Les éditions Akata se lancent dans une nouvelle collection. Une collection dite Héritage, c'est ça le nom? Je crois que oui, il me semble que c'est Héritage. Et qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Eh ben, il y a des un manga de Moto Hagio. Oui. C'est qui Moto Hagio pour les auditeurs qui s'en souviennent pas? Genre, ah si, je crois que Julie, elle en a déjà parlé, mais tu peux redire un peu qui c'est pour les auditeurs qui ont oublié? Alors, c'est une mangaka dont on a un peu parlé dans notre émission sur les shoujo, la première partie sur l'histoire du shoujo. Sur l'histoire du shoujo. Elle fait partie des mangaka précurseurs des années 70. Et qui ont vraiment créé le shoujo tel qu'on le connaît maintenant, quoi. Qui ont vraiment posé certains styles, certains codes narratifs. Et donc elle est connue notamment pour le clan de Po. Qui est ce titre qui va sortir là aux éditions Akata. Un classique vraiment de l'histoire du manga. Et pour l'instant, effectivement, il y avait eu une anthologie très belle éditée chez Glénat, ainsi que Le cœur de Thomas, qui avait été édité également. Mais c'est pas tout ce qu'elle a fait, hein, évidemment, loin de là. Et ce qui est très sympa chez Moto Hagio, c'est qu'elle est très éclectique, quoi.
parce que nous sommes 11, une autre série qui l'a fait connaître au Japon, c'est de la SF par exemple. C'est vrai. Et là, on est plus avec le clan de Pau dans un roman gothique, quoi. Enfin, très inspiré des vieilles maisons lugubres où il se passe des choses le soir. Voilà. Donc ça va sortir, je sais pas s'ils ont donné une date de sortie d'ailleurs précisément. C'est pas la seule non plus qui va sortir dans cette collection. Il y a d'autres autrices très célèbres absentes des catalogues français vont arriver. C'est chouette tout ça quand même. Oui. Et puis nous on se réjouit, en tout cas moi la première, dès qu'il y a des vieux mangas qui sortent, parce que c'est important quand même de savoir d'où sont quelles inspirations, quelles lectures ont grandi les auteurs que nous on aime, qui ont beaucoup de succès à présent. Et je pense que c'est une très très bonne chose que maintenant le public français ait accès à des titres qui existent depuis les années 60-70 quoi. Là on est juste devant le stand Akata d'ailleurs. Il y a un truc qui est sorti qui était en rupture quasiment immédiatement, c'est Sasaki et Miyano. Ouais, alors j'en ai pas mal entendu parler et j'avoue j'ai pas encore sauté le pas. Alors sache que Clémence est fan. Ah j'imagine. Clémence est fan et en plus ils sont en train ils distribuent des posters gratuitement juste devant le stand. On lui en prend un? Tu veux lui prendre vas-y, prends un poster pour Clémence. On lui prend un poster de Sasaki et Miyano. Et elle sera contente. Et il y a aussi Sign of Affection. Ah vas-y, prends-lui aussi un poster de Sign of Affection, elle sera contente aussi. Elle adore. Voilà, donc on fait notre marché en même temps, on prend les goodies gratuits pour les autres membres de l'équipe. Parce qu'on est sympa, nous. C'est ça. Pas très loin, il y a le stand de Isan Manga aussi, Isan Manga, Fuji Manga, qui ont annoncé aussi la réédition pour 2023-2024 de Blackjack de Tezuka. Oh là là, dis donc, ça c'est une très bonne nouvelle. Hein. Tu m'étonnes. Ouais. On va enfin pouvoir... le lire ou le relire pour les plus anciens qui avaient pu l'avoir à l'époque quand c'était sorti chez Asuka ou Kaze, je sais plus, ils ont mis, à force de changer de nom on s'y perd. Ouais, j'aurais mis une pièce sur Asuka mais ouais, c'est ça. Je peux pas non plus te dire. Et donc il y a le Moto Hagyo. Et il y a d'autres titres qui vont sortir comme ça, on en reparlera à la rentrée puis quand ça sortira en vrai, parce que là on parle des annonces mais c'est plus sympa quand on peut vraiment lire les bouquins en même temps. Oui. Ça ira mieux quoi. Oui, et puis ça c'est... Enfin, pour le coup, tu vois, je pense qu'un livre, une œuvre ancienne, je préfère autant la lire avec un livre qu'en fichier numérique. Voilà. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais, c'est plus... Enfin, je pense que ça peut jouer. Et à ce niveau-là, Isan, ils font un très bon boulot de restitution de... Ah, dis donc. Oui, on repasse donc pour ceux qui ont écouté l'émission, alors on ne sait pas encore dans quel ordre on va tout diffuser, donc peut-être que pour nous c'était dans le passé, mais pour vous ce sera peut-être dans une émission suivante ou peut-être que vous l'avez entendu. On repasse devant le stand de sextoy japonais, parce que Japan Expo c'est ça aussi, c'est des choses pour les adultes. Et donc là il y a des sextoys japonais, dont un qui est censé rappeler les épingles à cheveux. Ah, c'était pas ça le mot qui avait été utilisé? Si, il me semble. Après... Alors t'éloignes pas trop de moi parce que toi t'es... Ah oui, pardon, il faut que je me mette... parce qu'on est... Nous sommes reliés par un fil. Aux auditeurs, exactement, nous sommes reliés par un fil. Alors ça c'est une collection féminine. Et parce que Tenga, ils sont très connus aussi pour leurs vaginettes en forme d'œuf. Ah oui, donc ça c'est pour les garçons. Et qui sont là, en fait. Voilà, très bien. Donc il y en a pour tout le monde, ça c'est l'avantage. Évidemment. Bon alors attends, là on est devant des énormes figurines de Goldorak. Enfin je dis Goldorak. Oui, c'est Grandizer, Getter Robot, Mazinger Z, tout ça. Et on est surtout entouré de gens et on va essayer de s'en sortir. Là c'est vrai qu'on est au milieu de la foule, c'est impressionnant. Oui, puis en plus nous on glandouille. Hein. Oui, et puis non mais c'est très 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 agréable de voir l'affluence. Je pense que finalement les gens sont contents de faire des bains de foule. De faire des bains de foule et puis de revenir dans un salon 2 ans après quoi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on en parle souvent dans les émissions, parce que ça soit pour les auteurs, que ça soit pour les éditeurs, il y a toujours ça a été compliqué quoi ces 2 années-là. Oui, d'ailleurs, je sais pas si on peut en parler maintenant, mais
On a interviewé un auteur qui nous faisait part de Oui, combien ça avait été ça, l'émission est important. déjà passée, c'est sûr. Ah bon, bah alors c'est cool. Donc ouais, Tony Valente qui disait à quel point c'est important pour un auteur de connaître son public, de le rencontrer, de partager ses impressions avec lui et de recevoir aussi toutes les idées, toutes les histoires personnelles que les gens veulent lui dire après qu'ils aient lu ses œuvres, quoi. Cette émission dont parle Julie est donc disponible. On l'a mise en ligne au milieu de l'été, vers la fin du mois de juillet. C'est donc une heure que l'on passe avec Tony Valente. On vous remercie de nous avoir écoutés sur cette déambulation. Puis on vous dit à la semaine prochaine pour la dernière. On retrouvera Julie à nouveau avec Robin également. On vous souhaite encore de bonnes vacances. À bientôt. Ciao. À la semaine prochaine.